J'ai envie de verbaliser ce que j'ai ressenti au décès de mon père. De l'impact que ça a sur moi, sur ma vie professionnelle, sur ma vie publique, comment on avance, et aussi de la découverte que j'ai expérimentée sur le fait que dans notre société, on n'est pas du tout prêt à vivre le décès d'un être qu'on aime. Parce que là, pour moi, c'est mon père, pour d'autres, c'est un frère ou un mari ou une femme, peu importe. Et force est de constater qu'on n'est pas du tout prêt à vivre le deuil. On se prépare à un tas de choses, mais pas au deuil. On sait que le cours des choses, c'est plutôt de perdre ses parents et pas de perdre ses enfants. Et pourtant, on n'est pas prêt. J'ai entendu sur Insta une vidéo d'une philosophe qui avait écrit un livre qui s'appelait « Inconsolable », que j'ai lu. Elle parle du décès de son père et des 1 an qui ont suivi le décès de son père. Et ça m'a fait beaucoup de bien de me rendre compte que je n'étais pas seule à ressentir cet amour que j'avais pour mon père. De la même manière, ça m'a fait beaucoup de bien lorsque j'ai reçu des centaines et des centaines de messages au moment du décès de mon père. Je n'ai pas pu faire autrement de le dire sur les réseaux, que je vivais ce cataclysme. J'ai essayé d'être discrète, d'être digne, de pas forcément montrer l'ampleur et la profondeur de ma détresse, mais je devais, d'une certaine manière, être honnête en disant ce que je ressentais. Et aussi, ça me soulageait d'avoir cette honnêteté. Et ça m'a beaucoup fait du bien de recevoir ces messages qui vraiment ont été très nombreux, de personnes qui comprenaient ma douleur et aussi qui avaient vécu les mêmes choses. En tout cas, avec des circonstances différentes, mais la souffrance de perdre un père ou de perdre sa mère et d'une certaine manière de perdre ses racines alors qu'on a parfois 30, 40, 50, 60 ans, qu'on a nous-mêmes des enfants. Le fait de lire ces témoignages m'ont fait du bien, vraiment. Je trouve qu'on ne parle pas assez du deuil et qu'on devrait. Je ne sais pas pourquoi on ne parle pas assez du deuil. J'ai pas d'explication, j'ai pas fait d'études là-dessus. Je sais pas si, de la même manière qu'on dit que sourire attire les gens à soi, est-ce qu'on a peur de parler du deuil et d'être un repoussoir? Mais je crois que c'est dommage qu'on ne soit pas mieux préparé. Je trouve aussi que la société, elle a tendance à nous faire croire qu'il faut tourner la page trop vite. On nous donne peu de temps pour réagir. Lorsqu'on perd une personne, on doit s'occuper de son enterrement, enfin de ses obsèques. S'en vient un enfer de paperasse, clôturer des comptes, s'occuper de tous les prélèvements automatiques, de tous les abonnements. J'ai dû gérer pendant des mois tous ces documents, y compris arrêter un abonnement à Que Choisir que mon père avait depuis plus de 20 ans et qui était vraiment la symbolique de mon père. Il n'y a pas que ça. Il y a l'organisation donc des obsèques, il y a les papiers à s'occuper, il y a la douleur à gérer, il y a le fait d'appeler les organismes. En ce qui me concerne, c'est mon père qui est parti en premier, donc j'ai géré tout ça pour ma mère et expliquer mon père est décédé à telle date, verbaliser, dire à haute voix sans pleurer, alors qu'on est finalement dans un état second. On est dans un état de choc. Je ne parle pas des étapes de deuil, mais je parle bien de choc. En tout cas, moi, j'ai été, je crois, dans un état de sidération. Mais avec le recul, je pense que cet état de sidération a duré plus longtemps que ce que je crois au départ. Je pensais que c'était peut-être les premiers jours, mais non, ça dure peut-être plusieurs semaines. En ce qui me concerne, j'ai dû donner des conférences 1 semaine et 10 jours après avoir perdu mon père. Et je savais que j'allais réussir à le faire. J'aurais pas pu faire le lendemain, mais 7 jours étaient suffisants, je le savais, pour monter sur scène et faire mon job. Parce que j'ai l'habitude d'être sur scène, j'ai l'habitude de cloisonner et de m'enfermer d'une certaine manière dans un mental pour
faire le job et comme si je m'étais dit, bah voilà, là tu donnes ta conférence et puis ensuite tu pleures. Ce que je savais pas et que je constate alors que ça fait 8 mois aujourd'hui et quand vous regarderez la vidéo, eh bien ça sera peut-être 9, 10 ou quelques années. Je sais pas combien de temps ça va durer ce deuil, mais je ressens quelque chose qui est une profonde tristesse à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, quand je me regarde, quand je fais des vidéos et je prends sur moi pour faire des vidéos parce que c'est mon travail, parce que je dis toujours que il faut se bouger les fesses, qu'il faut oser, qu'il faut ne pas se donner des excuses et je le crois profondément. Donc, j'incarne moi-même mes propres conseils, mais je constate, quand je me regarde, j'ai comme cette sensation parfois de voir des photos où je me disais oh, « là, mon père était vivant. Oh, là, mon père est mort. » Et comme si j'avais pris un coup dans la gueule, quoi. Un coup de vieux. Alors, je vieillis, comme tout le monde, mais j'ai cette sensation d'avoir pris un coup sur la tête. Et pourtant, il faut que je continue, et puis il faut que j'accepte d'avoir cette nouvelle tête. Je pense que ça passera. On dit que tout passe, mais je pense sincèrement qu'il faut peut-être donner plus de place au deuil, à la peine que ça engendre, écouter davantage les personnes qui sont tristes ou en difficulté. Et je crois que c'est nécessaire d'avoir cet espace et qu'on n'en parle pas davantage. Je crois qu'il y a une carence là-dessus. De la même manière, je pense qu'il y a aussi une carence sur la fin de vie. Il y a un problème sur ça. Je crois qu'on évolue, qu'on en parle davantage et que c'est en train d'aller dans le bon sens. En tout cas, pour moi, ça va dans le bon sens, mais on est loin encore de ce qu'il faudrait. En ce qui concerne mon père, il était en pleine forme, apparemment. 82 ans, 10 km par jour, en forme, pas de maladie, pas gros, avec une vie assez santé, comme on dit au Québec. Et puis, à midi, il s'est senti pas bien, on a appelé les pompiers et il a fait un malaise devant les pompiers et il a fait un AVC. Ce qu'on soupçonnait être un AVC et ce qui s'est révélé être un AVC. Le traitement qu'on lui a donné dans les veines pour dissoudre le caillot qu'il avait dans un des hémisphères de son cerveau lui a créé une hémorragie cérébrale de l'autre côté du cerveau. Il fait partie du tout petit pourcentage d'effets secondaires qu'on accepte. Ce dommage collatéral qui est acceptable. Sauf que quand c'est ton père, ça te fout quand même les boules. Donc en voulant le sauver, en quelque sorte, on l'a tué. Mais comme il était en forme, l'hémorragie l'a pas tué. Et il est tombé dans le coma. Donc moi, je suis passée de me balader avec mon père le même jour, à le voir à l'hôpital. Évidemment, c'est quelque chose qui devait arriver, c'est tout à fait logique. Et j'ai pas du tout envie de m'en cacher, même si j'ai pas envie de m'étaler. Donc, je suis passée, c'est le propre des accidents, j'imagine comme les accidents de voiture, je suis passée de me balader avec mon père à voir mon père dans le coma dans la même journée. Les médecins nous ont pas caché que c'était dû au traitement. Je mesurais pas. Sur le moment, je mesurais absolument pas que c'était gravissime, dans le sens où je ne mesurais pas le fait qu'on allait devoir prendre une décision quelques jours plus tard pour faire mourir mon père. Parce que ce qui s'est passé, c'est que dans ces cas-là, la personne, elle est en vie, elle respire. Mon père respirait très bien, il avait le cœur solide. On l'a mis sous une aide respiratoire qui était juste une aide et on a attendu que cette hémorragie cérébrale qui avait provoqué un hématome se réduise. Je crois que le corps médical savait ce qui allait se passer et s'est occupé de nous, de la famille. C'est-à-dire que je crois qu'ils ont l'habitude, malheureusement, de gérer ce genre de choses et qu'ils se doutaient de ce qui allait se passer. Mais nous, en fait,
on était des bébés par rapport à ça. On n'a jamais vécu ça. Donc on ne s'y attendait pas. C'était brutal. On passait de tout à rien. Enfin, c'est énorme, c'est abyssal. Et donc, j'avoue qu'ils ont été très attentifs, très respectueux, qu'ils nous ont pas brusqués. J'avoue que j'ai été assez agréablement surprise par la qualité de la relation que les médecins ont instaurée entre ce qu'ils appellent la famille et eux. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, chaque jour, ils nous rapprochaient mentalement de la décision finale. La décision finale a été de faire ce que eux appellent un arrêt des soins. Et si cette vidéo est publiée, eh bien, il faudra qu'on m'explique. Je crois que c'est sincère qu'ils appellent ça un arrêt des soins et que c'est un protocole. Mais là, il y a quand même un défaut de préparation psychologique de la famille, même si on propose un support psychologique. On a eu un numéro de téléphone pour pouvoir appeler une psychologue, chose qu'on n'a pas faite au final. Peut-être à tort, mais cet arrêt des soins, c'est quand même curieux parce que moi, dans ce vocabulaire, ce que j'entends, c'est j'arrête les soins et la personne meurt parce qu'on arrête les soins, parce qu'on arrête de la soigner. Sauf que dans le cas de mon père et dans le cas de beaucoup d'autres malades, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas parce qu'on débranche l'assistance respiratoire qu'il arrête de respirer. C'était pas du tout son cas, il respirait très bien tout seul. Donc l'arrêt des soins a consisté en quoi ? Eh bien, l'arrêt des soins a consisté à lui injecter un produit. Je connais pas les détails, mais qui, à un moment donné, a fini par fatiguer son cœur pour qu'il s'arrête de battre. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'euthanasie, parce que l'euthanasie, c'est quelque chose de très précis, me semble-t-il. Et là, c'est là où on voit tout le défaut de culture qu'on peut avoir, qui n'est pas que moi, hein. Je sais que ça correspond à beaucoup de monde, mais je crois que ce terme-là est encadré légalement, je veux dire. Mais c'est extrêmement difficile, psychologiquement, de supporter l'idée, même si on est convaincu que son père, dans mon cas, il n'y avait aucun doute, mon père n'aurait pas voulu vivre handicapé, et handicapé lourdement. C'est-à-dire que même si il n'y a pas de certitude et qu'on est dans les statistiques, dans les probabilités, il était quasiment certain que mon père se réveillait et qu'il allait se réveiller dans un état lamentable. Parce que la zone du cerveau qui était atteinte par l'hémorragie était la zone de la mobilité, et que la mobilité, c'est pas le fait que de marcher, c'est le fait de marcher, parler, déglutir, aller aux toilettes, tout ça, c'était tout quoi. Donc il allait être un légume en étant conscient. Et mon père faisait tout pour vivre le mieux possible, en meilleure santé, le plus longtemps possible. Et on savait qu'il voulait à tout prix éviter de vivre dans un EHPAD. Non pas que je dis que les EHPAD sont mauvais, etc. hein, mais je sais que mon père ne voulait pas y aller. Donc, sachant comment il allait se réveiller, les médecins nous ont vraiment dirigés vers cette décision. Et cette décision nous paraissait de toute façon la plus respectueuse de la volonté de mon père. Avec le recul, je me dis que 10 jours pour passer d'une personne en bonne santé à quelqu'un qu'on achève d'une certaine manière, je mesure à quel point c'est difficile, mais c'est ce que je ressens. D'un côté, sur le moment, j'ai eu l'impression d'avoir du temps. Du temps pour l'embrasser, du temps pour lui parler, pour lui tenir la main, tous les jours évidemment, sans exception. Avec le recul, je me dis que c'était pas assez. Je tiens beaucoup à faire cette vidéo. Je ne sais pas du tout ce que j'en ferai, ni comment je l'exploiterai, ni sur quel réseau je la mettrai. Mais je ressens ce besoin de m'exprimer. Quelque part, c'est thérapeutique. D'une autre façon, je me dis que peut-être ça peut faire avancer les choses. Je peux peut-être apprendre. Quelqu'un va m'écrire, va me proposer quelque chose, va m'expliquer quelque chose. Mais c'est vrai que le nœud, en ce qui me concerne, évidemment, au-delà d'avoir perdu
mon père, c'est cette notion d'arrêt des soins qui finalement est un terme qui ne me convient pas, qui me choque. L'acte que nous avons décidé avec ma mère et ma sœur, je ne le regrette pas. Je sais que c'est celui-là que mon père aurait voulu. Je sais que c'était courageux. Je sais que c'était aimant. Je sais que c'est une preuve d'amour incommensurable. Parce que quand t'aimes quelqu'un, t'as pas envie de le faire mourir. Mais ce terme ne convient absolument pas. Parce qu'on lui a injecté un produit, ou 2 produits, j'en sais rien, peu importe. On lui a injecté des doses et qu'on n'était pas prêt à ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé vers 18h, il respirait tout seul. Le râle de la respiration est infernal. Infernal, ceux qui ont vécu ça savent très bien de quoi je parle. Une respiration ultra forte, sonore, choquante quand on n'y est pas habitué. Et s'en est suivi des heures d'attente. Moi, je pensais que ça allait se passer un peu comme dans les films, naïve, que ça allait se faire dans les 10-15 minutes. Et finalement, ça a duré des heures. Ça a duré 7h30, puisqu'il s'est éteint à 1h23, je crois, du matin, le lendemain. Donc de 18h à 1h23. Et ça a été interminable. C'est-à-dire qu'en fait, chaque heure, les médecins passaient et augmentaient le dosage. Et quand tu vois un mec arriver dans la chambre, augmenter la dose 1 fois, bon. 2 fois, bon. Mais alors, quand c'est toutes les heures, pendant 7 heures, à un moment donné, tu te dis, attends, mon père, il veut pas lâcher, là. Peut-être que mon père, il est en train de dire, il veut pas mourir, et il a plus aucune chance. Et c'est là que ça devient extrêmement difficile psychologiquement. Et il faut absorber tout ça. Il faut l'accepter, au-delà du choc, au-delà de la peine, au-delà de... C'est colossal, le magma de sentiments, d'émotions qui t'envahit lors d'un décès. J'ai vécu le moment que je redoutais le plus. J'allais dire le plus difficile de ma vie, je n'en sais rien. En tout cas, jusqu'ici, oui. Et j'espère ne pas en vivre d'autres d'aussi difficiles. Voilà. Mais c'est vrai que même mes enfants me disaient, c'est vrai maman, tu avais déjà dit que c'était la chose que tu redoutais le plus, c'est-à-dire perdre ton père. J'ai reçu des messages qui me disaient « Tu verras, tu t'en remettras jamais ». J'ai pas du tout envie de croire à ces messages. J'ai envie de vivre heureuse. J'ai envie de parler de mon père en souriant. J'ai envie d'être légère. J'ai envie de ne plus me coucher en pensant à lui. Mais force est de constater que ça va prendre du temps. Mais je crois qu'il ne faut pas que ce soit tabou. Je crois qu'il ne faut pas taire. Je crois qu'il faut oser parler de la personne que tu perds, de la personne que tu aimes, qu'il faut oser dire « ben voilà, je suis peut-être moins en forme, je suis moins souriante, je suis peut-être moins percutante, parce que j'ai vécu ça. » L'idée, c'est pas de te donner des excuses pour pas faire. L'idée, c'est pas de mal bosser, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de pas te cacher. C'est un peu différent. Et jusqu'à maintenant, ce que moi j'ai constaté, c'est que on me remercie de parler de ces choses-là aussi. Et j'invente rien. Je suis juste en train d'exprimer ce que je ressens et ça me fait du bien. C'est clair. J'ai peut-être envie de laisser un témoignage, quoique je crois que mes enfants savent exactement ce que je ressens, mais j'aimerais vraiment que dans un avenir, on soit plus attentif à quelqu'un qui vit un deuil, qu'on lui dise pas « dans quelques mois ça ira mieux, tu vas vite oublier ». J'ai une amie qui a perdu son frère d'un cancer et quelques mois après, mais pas très longtemps après, hein, on va dire 3 mois plus tard, elle a rencontré une collègue de travail. Et je ne sais pas comment la conversation s'est goupillée, mais en tout cas, cette collègue lui a dit « mais l'eau a coulé sous les ponts ». L'air de dire « bon bah maintenant c'est bon, il y a 3 mois qui sont passés, genre c'est bon quoi ». Non, c'est ouf quoi de pouvoir dire ça à quelqu'un. Parce que on n'est plus jamais le même ou la même avec ton père.
ou sans ton père, avec ton frère ou sans ton frère. La vie n'est plus jamais la même, mais ça ne veut pas dire que la vie s'arrête, ça ne veut pas dire que tu seras plus jamais heureuse, ça ne veut pas dire ça. Mais c'est vraiment une sacrée réflexion qu'elle s'est prise et qu'elle a trouvée, avec raison, assez choquante. Je remercie en tout cas tous ceux qui m'ont écrit, je compatis avec tous ceux qui ont de la douleur. Moi, je suis de celles qui ont envie d'avancer. Je ne pourrai jamais oublier. Je regrette de ne pas avoir été prête, mais je ne sais pas comment moi-même préparer mes enfants à mon propre décès. C'est peut-être insoluble. Je voulais juste te parler du deuil parce qu'on n'en parle pas assez et que c'est pourtant une émotion qu'on vit parfois qui est très forte. Tout dépend de la relation qu'on a eue avec ses parents. Mais c'est une sensation qu'on ne peut comprendre que lorsqu'on l'a vécue. Maintenant, ça par contre, j'en suis convaincue.